Cette semaine à TVC l'été, on discute avec le maire d'Amqui sur différents projets qui bougent présentement dans la ville. On discute avec Nick Michaud sur le fait d'être artiste en région. On découvre une sauce barbecue 100% matapédienne et Christo et moi, on fait une chasse au trésor dans un camping dans la Matapédia. Pour ce qui est de l'actualité, cette semaine, on a seulement parlé à la députée fédérale Christina Michaud. Ne vous inquiétez pas, Pascal Bérubé, nos rencontres avec lui hebdomadaires vont revenir dès la semaine prochaine. Nous sommes présentement avec la députée fédérale Christina Michaud, puis on a fait ça différent pour cette entrevue-là cette semaine. On est dans le parc de l'Hôtel de Ville et donc on va essayer de reproduire ça souvent cet été, c'est le fun comme ça. Pour commencer, j'ai envie de revenir sur qu'est-ce qu'on a parlé la semaine passée. Là, est-ce qu'il n'y a toujours pas de nouvelles du gouvernement fédéral par rapport à la réouverture de Service Canada, des bureaux de Service Canada dans les du Québec? Pas de nouvelles, mais des rumeurs qui commencent à circuler. Là, ce qu'on aurait entendu, c'est qu'il y aurait une réouverture sous peu de certains bureaux dans l'Est du Québec. On ne sait pas quand, on ne sait pas quel, mais tout de même une bonne nouvelle qui devrait être annoncée la semaine prochaine de la part des Services Canada. Donc j'imagine que nos demandes insistantes ont été entendues. Oui. C'est une bonne nouvelle pour plusieurs personnes, mais c'est un sujet qu'on abordera tantôt probablement. Les données biométriques, c'est toujours pas réglé. Le Service Canada offre toujours pas le service pour les bureaux qui viennent de réouvrir et probablement pour les bureaux qui vont réouvrir dans l'Est du Québec. Donc, il manque encore certains services à offrir. Oui, présentement, c'est tout frais. Là. Il y a une incompréhension chez les étudiants et les travailleurs immigrants qui souhaitent finalement, qui sont en processus d'immigration pour être au Québec, finalement. Exactement, mais en fait, c'est des gens qui sont déjà ici, au Canada, qui sont soit en train de faire leur demande de visa, de permis de travail ou de résidence permanente, des gens qui sont en demande ou en renouvellement, qui sont déjà sur le territoire. Leur dossier ne pouvait pas avancer parce qu'ils doivent prendre des données biométriques. Et ça, c'est sorti en 2018, en fait. Là. Pour un immigrant français, par exemple, qui a immigré ici en 2017, on ne lui demandait pas de prendre les données biométriques. Alors, la directive a été changée au courant des années et on leur a pas dit « allez les faire pour le renouvellement ». Ça a resté comme ça. Donc là, en pleine pandémie, quand ça a été le temps de le faire, bien, Service Canada n'offrait plus le service. Donc là, Immigration Canada, hier, disait sur son site web, nouvelle directive, c'est suspendu pour toutes les personnes qui sont sur le territoire en ce moment, qui sont en renouvellement ou en demande. Pas besoin de prendre les données biométriques. Leur dossier va pouvoir cheminer. Donc, très bonne nouvelle, un soulagement. J'avais Madame Boto, que vous avez peut-être entendu parler, qui est une citoyenne de la vallée de la Matapédia depuis quelques années, 2017. Et elle devait faire le renouvellement, mais là, bon, à cause qu'on ne peut pas prendre les données biométriques, elle ne peut pas travailler. Donc, elle est arrivée dans le bureau ce matin, elle pleurait de joie là, avec cette nouvelle-là. Et ce que je comprends dans les dernières heures, c'est que Immigration Canada a supprimé cette directive-là de son site web. Donc là, on ne sait plus si c'est suspendu. On ne connaît pas non plus les raisons. On ne connaît pas les raisons, on ne sait pas pourquoi il y aurait eu un changement d'avis, s'il y en a eu un. On sait seulement que la directive qui a été émise il y a moins de 24 heures est enlevée du site web, donc plusieurs incompréhensions. J'imagine qu'on va savoir les raisons dans les prochains jours. Je l'espère. Puis en même temps, c'est ça qui est spécial, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont comme allégé pour tout le monde, mais pas pour eux, pas pour les immigrants qui essaient finalement de travailler ici, qui sont ici en plus, qui sont comme, ils peuvent pas retourner dans leur pays non plus. C'est ça, exactement. Donc ça doit vraiment pas être facile comme situation. Aussi, le programme Emploi d'été Canada version COVID-19, après 10 semaines d'attente, et enfin, on a des nouvelles. Là. Ça a été un cafouillage tout le long de ce programme-là. Habituellement, les gens font leur demande autour de février, reçoivent une réponse fin avril, début mai, savent s'ils vont avoir leur subvention pour embaucher des étudiants pendant l'été. Là, ça a été à la mi-mai jusqu'à mi-juillet quand même. Là, il y a eu 8 différentes vagues sur 10 semaines. Donc, il y a des gens qui avaient postulé en même temps que les autres, avaient leur réponse au tout début. D'autres ont dû attendre jusqu'à la fin juillet. Je pense aux agriculteurs que j'ai pu proposer, qui n'avaient pas fait de demande en février. On nous a donné la chance de proposer de nouveaux organismes ou des entreprises. Et j'ai proposé des noms. Ils n'ont même pas été retenus. Alors, il y a une incompréhension totale parce que ça crée
un faux espoir pour un employeur qui a besoin d'étudiants, de jeunes dans ces champs, que ce soit dans n'importe quel domaine. Pour se sortir de la crise, les gens avaient besoin d'employés. Et là, bien entendu, qu'il y a plusieurs craintes, notamment la PCUE. Les gens ont peur que les étudiants prennent le chèque du fédéral sans aller faire l'effort de trouver un emploi. Ça se peut dans certains cas. Je suis certaine que les jeunes de la Matapédia étaient bien prêts à travailler, mais c'est quand même... non, mais ils sont capables de faire le calcul dans leur tête, là, que c'est peut-être plus payant de rester à la maison. Puis j'ai entendu des entreprises aussi qui disaient que c'était difficile d'aller chercher les jeunes pour travailler. Donc, des assouplissements qui ont été apportés au programme en raison de la crise, mais finalement, ça a juste plus compliqué le processus et on espère que ça ne se reproduira pas l'année prochaine parce que c'était des délais assez importants. Et bon, quand même, bonne nouvelle, au final, c'est plus d'1 million de dollars qui a été investi dans Avignon, l'Amitié, ce matin de Matapédia pour les emplois étudiants. Donc, c'est quand même du jamais vu. Peut-être qu'ailleurs au Canada, au Québec, il y a eu des gens qui n'avaient pas besoin des subventions. Donc, l'argent a été redistribué. Donc, la semaine dernière, j'étais encore dans le processus pour proposer des entreprises, tout ça. Donc, on fait le travail, mais au final, c'est comme si nos recommandations ne sont pas écoutées. Parce que moi, la semaine dernière, j'ai recommandé tant d'entreprises ou d'organismes et ce sont d'autres qui ont reçu la subvention ou, bon, c'est pas écouté à 100 %. Donc, ça devient frustrant pour ces gens-là qui reviennent au bureau chercher leur dossier et qui pensent que c'est moi qui ai dit non à leur entreprise, que j'ai pas fait le travail, mais c'est pas ça. Donc, c'est plusieurs frustrations, incompréhensions. Donc oui, beaucoup de sous d'investis au final, bonne nouvelle, mais l'année prochaine, il faudra s'assurer que le programme soit modulé autrement. Pourtant, tu es une bonne référence. Tu es dans la région, mais les députés sont les meilleures personnes pour savoir quelle entreprise a besoin de main-d'œuvre. On est ici, là, on sait comment ça se passe, puis au final, c'est les fonctionnaires qui ont la décision finale. Mais ils sont ailleurs, ils ne connaissent pas les réalités des comtés, donc c'est un petit peu... Non, c'est difficile à comprendre. Pour terminer, comment a été ton 50 km pour l'Association du cancer de l'Est du Québec? Oui, exactement. Donc, j'ai fait 50 km de vélo avec mon frère et ma mère. Il ventait beaucoup, donc ça a été difficile. J'avais pas fait de vélo depuis 2-3 ans. Donc, ça a été difficile, mais c'était rien comparé aux gens qui ont passé à travers une épreuve. Donc, j'étais très contente de l'avoir faite. Puis, j'ai ramassé des sous. J'avais un objectif de 300 $ pour l'Association du cancer et finalement, je me suis rendue, je suis presque à 700 $. Alors, je suis contente que les gens de la Matapédia aient embarqué. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont fait aussi. J'ai croisé des vélos dimanche, je sais qu'il y en a qui l'ont fait samedi aussi. Donc, certainement qu'on va répéter ça l'année prochaine. Et je pense que c'est replongé aussi, hein? Oui, c'est prolongé. Donc, je pense que les gens peuvent toujours faire des dons aussi. Je les invite à le faire. Mais je m'engage à le refaire l'année prochaine et cette fois-là, ben, j'essaierai de m'entraîner quelque peu avant. Je pense que ça serait préférable, effectivement, mais c'est vrai que c'est une bonne motivation de penser à eux qui ont traversé cette épreuve. En faisant du vélo, tu dis... Donc, un petit mal de cuisse 2 jours, c'est vraiment pas super. Ça va être correct. Bon, mais merci beaucoup, Christina Michaud, députée fédérale de la région, puis on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci. Il y a eu un conseil municipal de la ville d'Amqui le 13 juillet passé. Puis j'ai avec moi le maire d'Amqui, Pierre Damour, pour parler un peu des grandes lignes qui ont ressorti durant la séance. Mais avant, j'ai envie de parler avec vous. Le wagon Linwood est en train de partir là, cette semaine. Oui, là, c'est très d'actualité. Donc, hier, là, le wagon, initialement, donc, il y a une grande historique, mais initialement, il devait partir le 1er juillet. Finalement, ça avait été reporté au 14 et finalement, c'était reporté au 15. Alors, l'opération du 15 juillet, c'était de prendre le wagon et de le déposer sur une remorque. Maintenant, aujourd'hui, on est toujours en attente d'un permis plus particulier en regard du poids excessif, là, mais tout dit que dans les prochains jours, il va quitter pour la Pennsylvanie. Alors, il retourne où il a été construit? En fait, oui, dans les apparentés, mais il va retourner là où la famille qui était en lien avec la construction de ce wagon-là habitait à l'époque, donc en Pennsylvanie. L'expédition de 1400 km quand même. Et puis, donc, voilà. Un wagon qui avait été acquis par la ville, je dirais, au début des années 2000. On a tenté de le restaurer sur différents projets, mais il y avait quand même des investissements majeurs qui devaient être faits de l'ordre
plus de 800 000 $. Alors, à partir du moment où on n'avait pas ces aides gouvernementales-là, avec les tentatives qui avaient été faites au conseil précédent, bien, il y avait une volonté du conseil actuel d'en disposer, mais pas à n'importe quel prix et pas de n'importe quelle façon. Alors, dans ce cas-ci, on avait des gens qui souhaitaient qu'il soit restauré. Alors, l'idée de le retourner vers la Pennsylvanie, où l'objectif est de le restaurer, de le remettre soit sous forme de visite touristique ou de... Mais c'est une bonne idée pour eux, en réalité. Oui, absolument. Puisqu'il a été créé là. Donc, Oui. il est arrivé ici et il retourne aux origines. Oui, c'est ça. Puis de notre côté, bien évidemment, il n'était plus dans les plans de la ville en termes d'investissement qui étaient requis, mais on a comme projet, comme je le mentionnais, à partir du moment où ce dossier-là est clos, bien, on va travailler sur des stratégies de réaménagement de ces espaces-là, évidemment en collaboration avec le CN, qui est propriétaire des terrains. Et Le la stationnement, gare, on parle le du Via-Rail. stationnement Tout, le Via-Rail. stationnement Via-Rail qui est propriétaire de la gare. Donc, tout ce segment-là, il y avait des projets d'aménagement qui s'appelaient Place de la Gare, dont on va actualiser ces projets-là, évidemment, suite au départ du bail. C'est une bonne nouvelle parce que ça faisait plusieurs années qu'il ne servait plus à rien puis que vous essayez Oui, de il y a le eu des vendre. oui, il y a eu des tentatives, puis là, il était en désuétude, puis il avait besoin là, d'être restauré. Alors, si on a suivi l'actualité des dernières années, il y avait même l'option là, ce qui n'était pas souhaitable, mais du côté de la ferraille. Alors Oui, ça, on a eu la ça, c'était patience, la je dernière pense, le option. conseil actuel, là, d'avoir la patience de garder, tant qu'il y avait une lueur d'un promoteur intéressé, parce qu'il y a eu d'autres tentatives, on était déjà en avancée avec un autre promoteur, et finalement, il a dû se retirer. Alors, je pense qu'avec ce Oui. promoteur-là, l'acquéreur actuel, là, on doit être en pourparlers depuis la fin de l'automne dernier. Alors, mais oui. voilà, hier, là, on a eu une opération concrète, la levée du wagon, pour être placé sur une remorque. Enfin, le dossier est fermé. Bonne nouvelle. Oui, oui. J'ai écouté la séance du conseil de ville, puis j'ai vu qu'il y avait l'implantation d'un centre de la petite enfance ou Oui. d'une garderie Oui. qui a été autorisée. Oui. Puis, pouvez-vous nous renseigner Oui, un peu sur ça? oui. Alors, c'est la garderie des Petits Flots. Ils ont déjà, eux, du côté du rang Saint-Augustin, ils ont déjà, c'est toute réserve, il me semble que c'est un 42 places. Et dans des projets, on recule de quelques années, il y avait de la possibilité d'augmenter le nombre de places de ce côté-là. Je pense qu'on parlait de 39 places, je n'ai pas tous les chiffres, mais plus dernièrement, je dirais au cours de la dernière année, ils cherchaient un projet pour offrir ce service-là à proximité du centre adulte et du cégep. De l'intérêt de la localisation de cet endroit-là, c'était de permettre à des parents, soit des pères ou des mères qui retournent aux études, d'avoir accès à un service de garderie à proximité. Alors, c'est une annonce. Au cours des derniers mois, un projet original était à 39. On parle d'un projet de 60 places en garderie. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et puis, derrière ce projet-là, il y avait eu d'autres scénarios. Évidemment, ça demande quand même un terrain avec des espaces assez importants. Il y avait des tentatives qui avaient été faites avec d'autres options possibles au niveau d'un terrain. Mais celui qui disait l'affaire en bout de ligne, c'était celui de l'ancien jardin communautaire situé sur la rue Audet. Donc, OK. on est dans cette démarche-là. On a autorisé les rencontres. On a rencontré les citoyens du secteur qui avaient des préoccupations. Donc, on a, au cours des derniers mois, travaillé sur ce scénario-là. On est très heureux là, d'être partenaire avec la garderie. Et c'est une excellente nouvelle pour les familles d'Amkoui. Donc, dans un contexte, je le dis souvent, là, il y a 2 ans, on a adopté la politique municipalité amie des aînés, puis on a réalisé un château Bellevue pour donner une opportunité à des retraités actifs. Et ce printemps, on lançait la politique familiale et quelques mois après, on annonce là, l'arrivée de 60 places en garderie. Ce sont 2 excellentes nouvelles en termes d'attractivité. Donc, oui, une politique municipale, on sait qu'on a une moyenne d'âge quand même assez élevée, mais si on veut maintenir l'occupation de nos dynamiques de nos territoires, l'idée d'avoir une garderie, c'est un élément très intéressant pour l'attractivité des jeunes familles. Donc, ça va être proche, comme vous dites, de l'école secondaire, du cégep. Oui, en c'est fait, du centre adulte, là, donc OK. le centre OK. adulte secondaire, mais le centre adulte est situé à l'école Sainte-Ursule. Oui. Puis évidemment, le CEMEC, là, à proximité, tous les deux Oui. sur la rue des Biens. Alors, on est très près de ça. Puis on est aussi dans un secteur, là, évidemment, on est davantage du côté vers l'hôpital, etc. Donc, il y a aussi là, tout le fablier de la fabrique. Là, il y a plusieurs jeunes familles qui habitent dans ce secteur-là. Ah oui, c'est sûr que ça va être populaire. C'est une excellente nouvelle. Une 60 excellente places, 60 nouvelles places en garderie à Amkoui, là. On est très heureux de cette nouvelle-là. Oui, on entend souvent parler aux nouvelles que les garderies, c'est dur d'avoir une place dans Ah les oui, garderies. oui, absolument. Absolument. Puis, Les parents. on sait qu'à 60 places, là, les besoins vont être rapidement comblés. Là. Oui, Alors, c'est clair. on est très, très heureux de cette nouvelle. C'est une bonne nouvelle
pour Amkoui, bien sûr, mais également pour les jeunes familles d'Amkoui, particulièrement. Oui. Vous allez aussi relocaliser l'écocentre d'Amkoui. Oui. En fait, c'est un pourquoi? projet de... C'est pas nous, dans le fond, il y a une entente dans laquelle le porteur de ce projet-là, c'est la MRC de la Matapédia via l'éco-site, donc il y a un conseil d'administration. La Ville, elle est partenaire dans la mesure où il fait procéder à des travaux de réaménagement de là où on s'en va. Pour situer les gens actuellement, l'éco-centre est situé sur Laurent-Saint-Paul. On avait des préoccupations citoyennes, mais il y avait aussi l'enjeu de la grandeur, puis un équipement... Manquait d'espace. Manquait d'espace, des équipements désuets, puis dans le fond, on fait... c'est un dossier qui date de quand même plusieurs années. C'est un dossier qu'on abordait au mandat précédent. Donc, il faut voir là, que ça fait un certain temps. Et là, on s'en va du côté de la rue des Forges, à proximité des étangs d'épuration. Donc, c'est passé des entreprises El Michaud et fils. Là, donc, et c'est un grand espace, mais l'idée, on l'a abordée à la dernière séance parce qu'on a une entente sur les frais à partager pour avoir accès, parce qu'il y a des aménagements de rue à faire pour permettre l'accès à l'éco-centre. Donc, l'idée là, de la discussion à la séance du 13 juillet, c'est une entente en collaboration avec la MRC de la Matapédia, mais ce n'est pas la Ville qui est responsable du projet de relocalisation, mais on avait à contenir une entente pour l'aménagement des espaces. Alors, c'est dans ce cadre-là qui a été traité à la dernière séance. Là, ils vont c'est une avoir bonne plus nouvelle. d'espace pour oui, plus l'éco-centre, d'espace, et puis finalement. avec des équipements plus fonctionnels. Bref, on le sait, tout l'enjeu, là, on parle dans ce cas-ci de matières, je dirais des matières meubles, là, mais tout l'enjeu de la gestion des matières résiduelles, c'est une préoccupation du conseil municipal. Oui, on en entend beaucoup parler aussi. Oui, alors aussi, peut-être que dans un autre contexte, on pourra parler de tout le projet de volonté d'être davantage... Mais de réduire, vous voulez dire, réduire les déchets et oui, augmenter le compostage. Oui, exactement. Oui. Donc ça, on peut oui, parler dans un autre cas. Oui, on en parle ça beaucoup. serait vraiment intéressant. Mais c'est tout l'enjeu. Moi, je le dis, là, il faut en arriver à... Oui, effectivement, tout ce volet-là fait l'objet d'un enjeu écologique. Mais moi, je le dis, il fait également l'objet d'un enjeu économique. Moi, je pense qu'on peut trouver... Si on gère efficacement l'ensemble de tout le dossier de nos matières résiduelles, peu importe la forme, là, il y a là des éléments économiques. Donc, on doit considérer de plus en plus. Mais on est rendu là, je pense, mélanger environnement écologique et économique. Oui, c'est sûr que le premier volet, c'est à la source réduire, mais recycler, récupérer. Donc, les 3 R. Le meilleur des scénarios, c'est qu'on évite. Hein? On évite d'utiliser un produit dont on n'a pas nécessairement besoin. Et si on doit l'utiliser, est-ce qu'on peut le recycler? Est-ce qu'on peut le réutiliser? Oui. Alors, on est tout là-dedans. Puis c'est une préoccupation qu'on a du côté du conseil municipal à Amkoui. Peu importe où se réalise le projet, on sera toujours des partenaires pour s'assurer qu'on fait ce changement-là qui est requis. C'est accepté. Il va y avoir une reconstruction du garage municipal. Oui. Quel sera l'impact sur le coût des taxes pour les citoyens? Écoutez, en termes de ce qu'il faut savoir, c'est un projet majeur qui était requis. Peut-être remettre en contexte pourquoi on reconstruit à cet endroit-là. Oui. Donc, il y avait une proximité de l'administration, des loisirs. Donc, on avait, en termes de grandeur de terrain, là aussi, on le sait, le défi pour Amkoui, il y a la rivière, il y a la 132, il y a la voie ferrée. Et par la suite, dans le périmètre urbain, là, des terrains aussi grands, il n'y en a pas. Donc, il aurait fallu sortir du périmètre urbain, peut-être par les construire un garage municipal ailleurs. Donc, ça faisait pas comme pas de sens. Là. Okay. Donc, on reconstruit. D'abord, pourquoi on reconstruit le garage? Sur quelle base? Je vais utiliser des termes plus techniques, je ne suis pas un spécialiste, mais ce qu'on appelle la dalle de béton. Ça, sur quoi reposait le garage actuel, est en train de s'affaisser. Okay. On le sait, on connaît le contexte. Là, les gens qui connaissent l'histoire d'Amkoui savent que la rivière Amkoui a été déviée, là, mais à la base, là, on est bâti dans ce secteur-là, dans ce qu'on appelle des zones inondables. Donc, on avait un sol instable. Donc, mais malgré ça, il y avait possibilité de reconstruire à cet endroit-là par la pose de pieux là, qui vont aller chercher le roc. Donc, ça, évidemment, ça amène des coûts supplémentaires, mais on pense que dans le cadre de ce projet-là, c'est ce qui était à faire. Okay. C'est un dossier qui date. Il faut dire qu'à l'origine, l'intention, il faut se souvenir que maintenant, il y a une nouvelle caserne du côté d'Amkoui, mais à l'origine, la caserne est au même endroit que le garage municipal. Alors, ce qui a retardé un peu le projet de reconstruction ou de réfection du garage municipal, il fallait d'abord s'assurer que la caserne soit construite là où elle est actuellement. Et à partir de ce moment-là, on a travaillé le deuxième dossier, c'était celui de la reconstruction.
À la garage. question de l'impact sur le compte de taxes, évidemment, annuellement, on présente nos plans triennales d'investissement. Il faut dire que dans le cadre de ce projet-là, on a une aide gouvernementale qui est de l'ordre de 65 %. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas en mesure de réaliser ce projet-là si uniquement on va solliciter les contribuables dans ce cadre-là. Donc, la majorité, ou 65 % des coûts de projet sont assumés par le ministère des Affaires municipales. Donc, ça, c'est un élément. Pour le reste, bien, c'est des projets qui sont financés sur 25 ans. Donc, annuellement, à l'automne, dans le cadre du processus budgétaire, bien, on considère comme cet élément-là dans nos coûts, mais il n'y a pas de lien direct à faire. Oui, évidemment, si on augmente le nombre d'infrastructures puis qu'à chaque fois on en ajoute, mais il faut dire que sur un plan de développement de la ville d'Amqui, mais ce qui est vrai aussi pour d'autres municipalités, bien, on a des projets d'investissement qui débutent, mais sur lesquels on doit ajouter des financements. Mais on a aussi des financements qui se terminent. Hein? Le principe est, donc, ça à la base, là. Mais annuellement, à l'intérieur du processus budgétaire, on dépose nos plans triennaux d'investissement et le garage municipal en faisait partie. Oui, je comprends. Donc, il y a des projets aussi que vous financez sur tant d'années, peut-être qui viennent de terminer, Oui, que le exactement. garage commence. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Puis sur un horizon, il faut être capable de maintenir là, mais on a des investissements qui sont requis et il y a des investissements, des fois, qui nous amènent à réduire nos coûts d'opération. Dans ce cas-ci, c'était une problématique liée à la dalle de béton. Donc, il y avait une instabilité. On était dans des situations de taux d'humidité élevés, des équipements avec le défi. Là, OK. J'ai vu que vous allez... Là, je voyais ça tout le long de votre ordre du jour. Oui. J'ai vu que vous allez démolir le bâtiment situé au 55 rue des Forges. Oui. Là, j'étais comme, bon, le 55 rue des Forges, est-ce qu'on parle de l'ancienne teinturerie de la vallée? Oui, absolument. OK, oui. Absolument. Écoutez, ça fait longtemps qu'on est interpellés. C'est des bâtiments qui ne servaient plus. La Ville s'est portée acquéreur au cours de la dernière année pour un montant qui n'est pas nécessairement très élevé, mais la volonté, c'était de revitaliser le secteur. Il n'y a pas de projet spécifique à cet endroit-là, mais le fait d'épurer le secteur, bien, évidemment, va améliorer le potentiel plus large dans ce secteur-là pour faire des investissements. Oui, parce que c'est vraiment central aussi comme endroit, donc ça ne ferait pas de mal ça ne fera pas de mal d'épurer ça. Alors, effectivement, vous avez vu, là, évidemment, quand on le sait, là, une teinturerie qui a opéré pendant un certain nombre d'années, il y a un risque de contamination, mais il faut savoir que on le fait en état de cause, donc, mais on va s'assurer qu'on remet en état des lieux cet espace-là. Et on aura des aides gouvernementales aussi, donc je n'ai pas les chiffres, là, mais là aussi, là, on va interpeller les autres paliers de gouvernement pour nous aider à faire cette transformation-là. Mais l'objectif, c'est de s'assurer qu'on est capable de détruire les bâtiments qui ont une désuétude et ça va permettre au secteur de se redynamiser, mais pas nécessairement spécifiquement à cet endroit-là. OK. Fait que c'est ça le plan pour l'instant. Oui, finalement. exactement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, à dire aux citoyens par rapport au conseil municipal? Bien, j'aurais plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Mais peut-être la façon particulière dont on a tenu nos séances depuis le mois de mars, juste aborder un petit peu. Oui. Donc, par rapport au COVID-19, oui, ça a été différent. Oui, c'est ça. Donc, la séance de juillet, ça va être ainsi pour celle du mois d'août. On travaille en vidéoconférence, donc via le logiciel Zoom, pour ne pas le nommer. Mais on permet quand même aux citoyens qui ont des préoccupations de nous y adresser par voie écrite. Là, ils peuvent aller sur le site où ils communiquent avec la greffe, leur avoir de l'information, ou participer à notre séance. Comme Zoom, donc, mais il s'agit d'une modalité d'inscription. Donc ça, c'est la particularité. Pour le reste, bien, on a quelques autres projets sur la table. Au cours des derniers mois, bien, on a vendu l'usine Icon. Donc, c'était aussi un dossier là, qui nous a permis de passer à autre chose. Évidemment, on a un promoteur qui a des idées, mais on risque de se rejaser de ça. La relance de cet espace-là, qui est un potentiel de développement économique pour la prochaine année. Donc, on fera plaisir là, si le dossier évolue d'en Oui, on a entendu beaucoup parler. Puis on est en mode d'accueil, touristique avec la réalité de la COVID. Je dis bien avec les enjeux que ça suppose. Et puis, moi, je dis bienvenue aux touristes, les gens qui font le choix de... Mais ça va bien jusqu'à maintenant. Ça va bien, ça va bien. J'attendais qu'en ville, ça va pas très bien le tourisme, mais nous, on sont tous ici, on dirait. L'achalandage au camping est bon. Puis moi, on va prendre une petite pause, là. Évidemment, on va toujours demeurer actifs sur les dossiers qui touchent la ville, mais je veux remercier les citoyens de leur résilience là, au cours des derniers mois. Moi, je trouve que nos citoyennes ont bien fait ça. Alors, vraiment.
Alors, puis on souhaite qu'on va prendre une petite pause. Gardons les principes de base, Oui. distanciation, se laver les mains. Et puis là, on voit là, le gouvernement annoncer le port du masque dans Oui, les par milieux publics solidarité, même fermés. si ça va bien ici. Oui, mais hein, on ne effectivement. sait pas. On sait alors, jamais, oui. alors, à partir du 18, il y aura le port du masque. Donc, on va voir de plus en plus de citoyens. C'est correct. Moi-même, j'aurai à faire ce geste-là. Déplacement en épicerie, dans les quincailleries, même l'accès à l'hôtel de ville. Donc, on va prendre les mesures qu'il faut. Donc, dans des endroits fermés, si on est préparé de respecter la distanciation, il y aura le port du masque. Puis, je pense qu'il faut accepter ça, cette réalité-là, pour s'assurer qu'on est en mesure de reprendre une vie normale, si je peux le dire ainsi. Oui. Là, mais voilà. Donc, Oui. c'est peut-être un message. Souhaite une Oui, bonne qui période commence, aussi. le Ouais. port du masque qui commence le 18 Samedi, juillet. oui, Samedi le voilà, 18 oui, juillet, donc exactement, pour ouais, tout le c'est monde. Bien, merci beaucoup, Merci, Pierre Damour, le maire d'Amqui. Merci beaucoup. Oui, Puis, merci beaucoup, Mme Joël. Puis ça fait bienvenue comme plaisir. nouvel emploi. J'apprends que vous êtes en formation encore. Je suis très heureuse à retour aux sources. Alors, Oui. ça m'a fait plaisir de vous connaître aujourd'hui. Ben oui, Vous c'est notre souhaitez- première fois. Oui. C'est sûr qu'on va se revoir. Excellent. Au plaisir. Merci beaucoup, au Bonjour. plaisir. Bonjour. C'est le moment des nouvelles en bref de la Matapédia. À partir du 18 juillet, le couvre-visage sera obligatoire dans les lieux publics fermés. Je vous en nomme quelques-uns. Les commerces de détail et les entreprises de services, dans les halles d'entrée, les aires d'accueil ou les ascenseurs d'un édifice à bureau, les collèges d'enseignement et les universités, les lieux où sont offerts des activités et des services ou des services de nature culturelle, religieuse, sportive ou de divertissement. Pour voir la liste complète, vous avez juste à aller sur le site internet québec.ca/coronavirus. Nos déchets coûteront plus cher à enfouir dès l'année prochaine. La raison se trouve dans la stratégie de valorisation de la matière organique du gouvernement du Québec, lancée en début juillet. L'objectif est que 100 des ménages et des commerces devront composter pour 2025. Le but visé est d'inciter à utiliser moins son sac à déchets et plus ces deux autres, finalement, utiliser moins son bac à déchets et plus ces deux autres bacs ou mieux réduire sa consommation. Les montants d'argent de cette initiative seront distribués en partie aux municipalités selon la performance. Moins de déchets, moins de frais d'enfouissement, plus d'argent redistribué et moins de hausse de taxes municipales. Le gouvernement vise, avec sa stratégie, à forcer un changement en pénalisant les mauvais comportements. Une très belle initiative. Donc, si vous avez remarqué, vous avez sûrement remarqué que maintenant, les déchets, le bac des déchets dans la Matapédia passe seulement aux 3 semaines. Donc, c'est pour ces raisons. Aussi, un lieu d'enfouissement sera créé à Saint-Moïse pour la Matapédia et la Métis. La Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles formée par les deux MRC ont emprunté 1,3 million de dollars pour obtenir le terrain. Le but est de traiter sur place les déchets et le compost au lieu de les envoyer finalement à Kakuna. Habituellement, on les envoie à Kakuna. Puis à partir de maintenant, on aimerait finalement que ça se fasse à Saint-Moïse. Le projet se veut économique puisqu'on prévoit que le coût pour traiter les déchets et les matières organiques passeraient de 2,8 à 2,3 millions de dollars si le traitement s'effectuait sur place. Également, il se veut écologique car il éviterait chaque année 85 000 kilomètres de transport pour camions vers Kakuna. Le projet est appelé multiplateforme parce qu'il intégrerait aussi un écocentre. Le projet multiplateforme est estimé à 10 millions de dollars et serait situé dans un secteur près de l'intersection du chemin Otis et du premier rang. Orléans Express ouvre ses routes vers l'est du Québec à compter de vendredi le 17 juillet. Après avoir redémarré le service entre Montréal et Québec le 10 juillet dernier, Keolis Canada annonce la reprise graduelle de ses services vers l'est du Québec. Des mesures de distanciation physique à bord des véhicules ont été mises en place. Le port du masque pour tous les passagers et le nettoyage des mains avec une solution désinfectante au moment de l'embarquement seront obligatoires. Le nombre de passages est toujours limité à 14 personnes par autobus.
Aussi, les enfants ne seront pas autorisés à voyager seuls et les passagers ne pourront pas consommer de nourriture à bord. Le CIS du Bas-Saint-Laurent autorise maintenant les visites dans ces centres hospitaliers sous certaines conditions. Malgré cette nouvelle, les communications virtuelles sont à privilégier dans le contexte que nous vivons présentement avec la pandémie. Les visites sont autorisées de 14h à 20h tous les jours et limitées à une personne à la fois pour un maximum de 4 visiteurs, 4 personnes par jour. Cependant, les visites demeurent permises en tout temps pour les usagers en soins palliatifs ou s'il s'agit de raisons humanitaires, par exemple, si un patient est en fin de vie ou s'il s'agit d'une urgence. Aucun visiteur ayant reçu un diagnostic de COVID-19 confirmé ne sera admis. De plus, le port du couvre-visage ou du masque est obligatoire pour tous, évidemment. En date du 16 juillet, la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Maxime André Brodeur, 25 ans, d'Ange Gardien. Il vient d'Ange Gardien. Il a été vu pour la dernière fois le 8 juillet sur la route 132 à Sainte-Anne-des-Monts. Il se déplacerait à bord d'une fourgonnette Ford Transit 2015 blanche immatriculée Festin, F-E-S-T-I-N-S. Il pourrait se trouver en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Petite description de lui. Taille 1,75 m, 5 pieds 9 pouces. Poids 68 kg, 150 livres. Cheveux châtain roux. Yeux pairs. Particularité, il a un tatouage de cœur noir sur le haut du pectoral gauche, des tatouages sur les 2 avant-bras et un motif tribal sur la jambe droite. La dernière fois qu'il a été vu, il portait une tuque noire, un chandail noir, des chaînes au cou et une barbe de quelques jours. Elle est de teinte rousse. Toute personne qui apercevrait cette personne est priée d'appeler le 911, de contacter le 911. Le wagon Linewood quitte la ville d'Amqui et retourne en Pennsylvanie. Actuellement stationné, il est installé dans le stationnement de la gare Via-Rail d'Amqui. Il sera déménagé pour retourner en Pennsylvanie, aux États-Unis, où ce dernier avait été fabriqué il y a plus de 100 ans. La ville d'Amqui vous informe qu'il y aura une collecte de sang sur rendez-vous mercredi le 29 juillet 2020 de 13h30 à 20h à la salle communautaire d'Amqui. Vous avez juste à contacter Emma Québec pour prendre rendez-vous. Les jeudis culturels de la ville de Cozapiscal nous présentent Sous le vent, jeudi le 23 juillet prochain à 19h au site patrimonial de pêche Matapédia. Un Matapédien verra son court-métrage documentaire présenté à la 4e édition de l'Office national du film. Seulement 4 courts-métrages seront présentés en partenariat avec le centre de production Parallœil de Rimouski. Il y a un Matapédien qui présente son court-métrage et le nom de son court-métrage, c'est « Il va faire beau demain » et c'est Guillaume Lévesque, le Matapédien, donc félicitations. Pour terminer, plusieurs travaux routiers sont en cours présentement dans la vallée. À Saint-Irène, sur la rue principale et route de Saint-Irène, entre le chemin du lac Gontier et de la Grande Ligne jusqu'au 23 octobre 2020. À Saint-Lyon-le-Grand, dans le rang Coulombe, sur le pont de la rivière Umqui jusqu'au 15 décembre 2020. À Saint-Arcius, entre le 1er rang Blais-Sud et le 4e rang Lepage, jusqu'au 24 juillet 2020. C'est ce qui termine les nouvelles de la Matapédia. Et après la pause, je vous présente une entrevue que j'ai faite un peu plus tôt dans la semaine avec Nick Michaud. On parle du fait d'être artiste en région. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout.
Nick Michaud, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Merci de m'avoir invité un lundi matin. Santé tout le monde. Je pensais qu'on n'allait pas le mentionner, mais c'est pas parfait, j'adore ça. Tu es Amkouyen d'origine, tu es un artiste, puis tu es un BDiste. Donc, autrement dit, tu crées des BD. Puis pour commencer, juste pour mettre un peu les gens dans le bain, parce que moi, personnellement, je me disais, on étudie en quoi pour être BDiste? Il y a des cours de BD à Ottawa, mais moi, je ne l'ai pas fait. Il y a beaucoup de BDistes, des excellents BDistes qui n'ont pas fait ce cours-là. Beaucoup sont graphistes, comme moi, je l'ai fait à Québec, et en dessin animé. Fait que, dans le fond, beaucoup sont autodidactes aussi. Là. Pas besoin de suivre un cours pour être BDiste. OK, oui, je comprends. À 100%. Donc, toi, tu as suivi un cours de graphisme puis de dessin animé. Traditionnel, oui. OK. Puis il y a un cours qui se donne à Ottawa, qui c'est vraiment formation en BDiste, mais c'est comme la seule qui est proche, je pense. Je crois que oui, je veux pas dire la seule parce que je suis pas sûr non plus, mais oui, je sais qu'il y a à Gatineau, Ottawa, dans ce coin-là. Dans ce coin-là, OK. Ouais. Toi, ça a toujours été ton plan A, d'être BDiste depuis que tu es tout jeune? Depuis que je suis tout jeune. J'ai déjà vu une entrevue avec Arnold Schwarzenegger qui disait « Moi, j'ai un plan A, j'ai pas de plan B ni plan C, je me concentre sur le plan A. » Moi aussi, c'était ça. Fait que je fais faire ça, c'est mon objectif. Et oui, à cette heure, je sors des albums. Je suis bien content de ça. Puis en plus, tu as une maison d'édition pour BD qui s'appelle Édition Sawin. Oui, c'est ça. Ça va faire 3 ans cet hiver. C'est une petite maison d'édition. Moi, je veux qu'on fasse des gros albums de qualité. C'est important pour moi d'avoir vraiment des beaux albums, que les gens ouvrent ça. C'est un gros album. J'ai toujours lu des BD européennes. C'est des grands formats. Je me dis, ça va être comme ça. Et oui, on sort des beaux albums. Ça coûte plus cher, mais les gens sont contents de l'avoir parce qu'ils sont surpris. Waouh, c'est cool. Puis du papier de qualité. Oui, puis tu peux les faire vraiment à ton goût, là, puisque c'est à toi, cette entreprise-là. Dans ta maison d'édition, il n'y a pas juste toi. Tu représentes aussi d'autres BDistes. Oui, c'est ça. On a 2 collectifs à date que j'ai travaillé avec d'autres auteurs. Des jeunes auteurs qui sont bien motivés, bien talentueux. Bien content de les représenter. D'ailleurs, dans le dernier, il y a Oshi qui n'avait jamais sorti d'album avant. Le gars est très talentueux. Je suis très content d'avoir pris. Bref, je suis content de travailler avec d'autres auteurs parce qu'en même temps, tu vois le travail des autres. On fait toute notre histoire. Chacun travaille sur son histoire. Puis ça te motive. Tu vois l'autre qui t'amène des super de belles plans. Oh shit! Faut que je retravaille les miennes. Alors, on est tous dans le même. Il n'y a pas de compétition, rien. C'est juste, wow, les autres, c'est bien meilleur que moi. Fait qu'il faut que je retravaille les miennes. Fait que c'est une motivation. C'est du travail d'équipe aussi. C'est vraiment plaisant. Justement, présentement, on est à la Captive parce que tu as 2 projets qui viennent d'être publiés, là, 2 BD. Il y en a un qui s'appelle Bière dessinée. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Je sais que ça parle de la Captive aussi. Ouais, dans le fond, c'est supposé être un petit projet de BD dans les journaux. La mouche est en arbre. Ouais. Puis, dans le fond, ça fait effet boule de neige, les microbrasseries embarquées. On parle des microbrasseries en une page de BD, leur histoire, qu'est-ce qu'on peut faire là et qu'est-ce qui s'en vient pour le futur. Puis, toutes les microbrasseries ont tout embarqué. Ça fait, on va en faire un album. On va même rajouter des pages, puis tout ça. Puis, l'engouement est débile là, pour cet album-là. Il est sorti il y a 2 semaines à peu près. Si ça continue de même. Ça fait juste 2 semaines? Oui, c'est tout frais sorti dans l'imprimeur. Puis à date, si ça continue de même, d'ici la fin de la semaine, les ventes vont surpasser les albums précédents. Mais le COVID a dû t'aider, toi, un peu, parce que j'ai l'impression que les gens voyagent plus dans le Québec. Ils vont moins ailleurs, puis on dirait qu'ils peuvent un peu utiliser ta BD pour faire un petit trip de microbrasserie. Parce que dans le fond, ça part de Saint-Jean-Port-Joli, je pense. Puis ça descend. Saint-Jean-Port-Joli jusqu'aux îles de la Madeleine. Jusqu'aux îles de la Madeleine. Donc, en fait, oui, ça m'a beaucoup aidé. Au début, je voyais tous les festivals, le livre, Salon du livre qui se faisait canceller. Je dis, shit, on perd beaucoup d'argent. Mais là, l'album est sorti, puis les gens commandent beaucoup sur Internet, beaucoup plus qu'avant. Et je suis content aussi parce que je travaillais tellement. Moi, j'ai été 2 mois en confinement avant tout le monde parce que je travaillais là-dessus 12-15 heures par jour, à essayer d'avancer l'album. Puis je voyais la date pour livrer à l'imprimeur qui arrivait.
Fait que là, je commençais à avoir mes journées impossibles. Là, le COVID est arrivé, l'imprimeur fermé. Fait que là, je dis, OK, fait que je vais avoir plus de temps pour regarder mes pages, mes BD, pour sortir encore plus de qualité. Fait que le COVID, oui, a aidé. Je suis un des rares qui peut dire ça. Oui, ben c'est ça, on dirait que c'est un ou l'autre. Il y a des gens que ça a beaucoup nuit, mais il y a des gens que ça a beaucoup aidé. Puis surtout ceux qui travaillent déjà de la maison. Comme toi, j'ai l'impression que eux, ça n'a pas changé grand-chose au niveau du beat de vie, là, comme. Ouais, ça a même pu me donner un petit peu plus de lousse, temps. là, Ouais, de temps, de lousse. Ouais, en plein ça. Puis les gens, tu sais, ils ont passé leur hiver en ville confiné, tout ça. Là, ils veulent voir des grands espaces. Ils viennent en Gaspésie, là, ce qui paraît que c'est débile, Oui. là. Et ben tant mieux, acheter bière dessinée, comme ça, vous allez apprendre les microbrasseries. Ben oui, c'est clair. Puis t'as un autre aussi, BD, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Les 5 plus grands mystères extraterrestres au Québec. Oui, c'est un autre projet que je travaillais en même temps que bière dessinée. Ça parle les plus grands, ça le dit dans le titre, les plus grands mystères qui se sont passés au Québec, des extraterrestres. Dans le fond, on a rencontré un ufologue, l'AQU, le directeur de l'AQU à Montréal, nous a conté ses histoires les plus troublantes d'extraterrestres en carrière. Fait qu'on les compte dans notre album. Mais comme tu me disais, c'est important de le dire, parce que moi, je disais en pré-entrevue, tout de suite, je disais que c'est des histoires, c'est pas vrai, mais les histoires que vous avez prises, selon lui, tu me disais qu'il hypnotisait des gens pour être sûr que c'est ce qu'ils ont vraiment vécu. Dans le fond, l'AQU, eux autres, si t'as une histoire d'extraterrestre, t'as vécu de quoi, tu les contactes. Eux autres, ils font leurs études, font leurs recherches, puis à un moment donné, ils vont aller en hypnose. Maintenant qu'il y a 2-3 personnes qui ont vécu la même histoire, ils hypnosent toutes séparément. Et dans l'hypnose, ils posent des questions pièges, savoir si c'est un canular ou pas. Et l'histoire qu'il m'a dit dans l'album m'a confirmé à 150% que c'est des vraies histoires que les gens ont vécu, des trucs d'enlèvement, des affaires de même. C'est bien particulier. Ouais, donc en lisant ta BD, on peut se dire, oh mon Dieu, il paraîtrait que ça s'est vraiment passé. Et près de chez nous. Et près de chez nous, en plus. J'avais envie de te demander, ça fait 1 an que tu es revenu vivre en région. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu désirais revenir en région ou c'est plutôt un accident de parcours? Ah, c'est quoi que je désirais depuis plusieurs années. C'est plus la peur qui m'a fait retarder ça. Mais à un moment donné, ça fait OK, j'en ai assez de la ville, le trafic, j'ai plus rien. C'est l'appel de la nature qui se faisait. T'es pas un gars de ville? Ben, je suis resté à Québec pendant 16 ans de temps. Oh. Et à un moment donné, j'étais tanné. Puis plus les années avançaient, plus je me disais, hey, qu'est-ce que je fais ici? Puis tout ça. J'avais une job que j'aimais pas tant que ça. Puis, à un moment donné, j'ai fait le move. Il fallait que je le fasse. Donc, t'avais fait le tour, finalement. Oh, c'est ça. Puis, pourquoi t'avais peur de revenir? J'avais peur pour la job. Les artistes, tu savais pas à quoi t'attendre. Je m'attendais au pire. Là. Je me disais, au pire, je travaillerais dans un McDo. J'étais rendu là. T'es rendu là. Ouais. Ah oui. Je dis pas que travailler dans un McDo, c'est une mauvaise job, mais artistiquement, c'est... Ouais. Tu peux pas Ben, c'est pas ton rêve. t'épanouir. C'est pas, toi, c'est pas ce que tu aimes faire. Ce que tu aimes faire, c'est faire des BD, puis en ville, tu pouvais le faire, mais ici, tu n'étais plus sûr si ça va pouvoir fonctionner. Ouais, c'est ça. Mais je touche du bois, je vais pas travailler dans un McDo. Puis là, c'est ça, t'avais peur parce que c'est sûr, je pense que c'est pas, on le sait, c'est difficile d'être un artiste de base, puis en région encore plus, mais finalement, toi, tu me disais que puisque tu es peut-être le seul qui fait de la BD ici, dans la région, finalement, tu as eu beaucoup de projets. Oui, je sais pas si je peux parler tout de suite de mes prochains projets. Dans le fond, Claire MRC m'ont contacté pour faire une BD sur l'immigration. C'était un album. Encore là, une fois, c'est le COVID qui a aidé. Fait que ça va être un album. C'est supposé être un petit projet encore, mais finalement, ça va être un livre qui va sortir cet automne sur la réalité immigrante. Et je travaille aussi sur Black Rose Saga 2. Les gens l'attendent. Je me le fais demander toutes les semaines. Ça s'en vient aussi. Et, Parce que toi, tu as commencé avec ça, hein? avec Black Rose Saga tome 1, c'est ça. Le tome 1, puis ça a beaucoup marché. Oui, Ça a fonctionné. C'est sûr que c'est pas comme bière dessinée, parce que Black Rose, c'est très violent, c'est épique,
c'est pas pour les enfants non plus, là. Et, mais tu sais, les fans, ils m'écrivent, puis ils adorent, ils veulent la suite, puis tout ça. Fait que je travaille là-dessus en ce moment. Ah, c'est plaisant. Puis, mais c'est ça, on voulait surtout te passer en entrevue parce que oui, on avait le goût de mettre en lumière tes projets, mais surtout, ce qui nous intéressait, c'était est-ce que c'est possible d'être un artiste en région? Puis on voit que tu as très belle motivation, un très beau modèle. Merci. Puis pour terminer, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu dirais à un artiste qui a envie finalement de revenir vivre en région et pratiquer son métier? Ben, avec Internet, aujourd'hui, tu peux avoir des contrats en ville, n'importe où. Fait si t'es prêt, attends-toi au pire. Je me dis, comme moi, je m'attendais au pire. Je me dis, au pire, je vais travailler dans un McDo. Je vais pas travailler dans un McDo, mais ça peut arriver. Quelqu'un, un artiste qui vient par ici, puisque les boîtes de graphistes, il n'y en a pas tant que ça. S'il y a bien des cordes sur son art, s'il sait contacter les gens sur Internet, puis tout ça, viens-t'en. Si t'es tanné de la ville, si t'es tanné de payer 900$ pour vivre dans un petit cube en ville, viens-t'en en région. La forêt, tout, c'est le fun, là. C'est une belle libération. Là. Je pense que qu'est-ce qui est le point positif aussi en région, j'ai l'impression, c'est que vu qu'il y a moins de gens, il y a peut-être moins de compétition, donc il y a peut-être plus de place à innover, puis à laisser aller sa créativité là, finalement, puis peut-être d'être un peu plus toute seule dans son art. Les gens de la région veulent avoir le monde, ils veulent les aider. Les nouveaux arrivants, ils vont t'aider, ils vont te donner des projets. Si t'es motivé, puis si tu veux embarquer, ils vont te donner de quoi. Là. Les gens veulent t'avoir. Fait que j'encourage les gens de venir ici. Je trouve que les jeunes d'aujourd'hui sont plus allumés que, mettons, moi, sont plus connectés, je trouve, à la nature et tout ça. Fait qu'à ce temps, c'est rendu cool de revenir en région. Mais oui! Que d'aller en ville. Puis, en ville, il y en a beaucoup qui font ça, c'est pas original, pas du tout. Non, c'est ça. Région, c'est comme avoir une connexion avec la nature, c'est quoi de merveilleux. Oui, vraiment. Je suis totalement d'accord. Bien, sur ce, merci beaucoup, Nick Michaud, pour cette entrevue. Puis, je sais que tu as plein d'autres projets qui s'en viennent. Puis, je te souhaite tous les succès que tu mérites. Merci, c'est gentil. Une nouvelle sauce barbecue vient d'être créée dans la Matapédia. Vous en avez peut-être entendu parler. Ça s'appelle Le Chasseur Barbecue et je suis présentement avec le créateur qui s'appelle Mathieu Le Chasseur. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, on est ici pour tuer notre produit local de la semaine. Mais avant, j'ai envie de parler. Je te vois, tu as l'air quand même assez jeune pour te lancer en affaires. Comment ça se passe? Ça va vite, disons. Ça va vite? Oui, c'est beaucoup de choses à penser, mais ça va bien quand même. Puis, le fait avec est-ce que tu as hésité? Parce que je présume que ça fait un petit bout que tu penses à ta sauce barbecue. Oui. Puis avec le COVID-19, est-ce que finalement, tu as failli comme attendre un peu avant de la sortir, ta sauce? Non, mais dans le fond, j'avais un projet avant, mais là, j'ai dû, pas le tasser, mais me le mettre plus tard. Oui, plus tard. Me concentrer sur la sauce. C'est, en tout cas, beaucoup moins compliqué à décoller que, disons, la chose que je voulais faire avant. Mais c'est ça, avec le COVID, ça n'a pas changé grand-chose. Même, ça a été mieux pour moi. Bien, c'est ça qu'on entend beaucoup, tout ce qui est produit local, aussi entreprise dans la vallée. C'est le fun. On dirait que les gens ont vraiment compris le message du gouvernement d'essayer d'acheter le plus possible local. Puis les gens sont au rendez-vous. Oui. Oui. Ben oui. En tout cas, dans les épiceries que j'ai été portées, ben là, ils n'ont manqué. Ça n'a pas été long parce que le monde il aime ça acheter local. Puis c'est ça. Avec le COVID, ben ils font plus de barbecue, ils vont moins dans les restaurants. Fait que ça aide beaucoup là-dessus. OK. Puis comment ça marche? Ça m'intéresse. Est-ce que tu es tout seul? Oui. Tu crées la sauce? Oui. Il y a ma copine qui m'aide pour embouteiller tout ça, étiqueter. Mais c'est ça. Le côté gestion, c'est pas mal moi. Ouais. OK. Puis les étiquettes, je présume que tu les fais faire comme ailleurs, puis après... Oui, c'est ça. OK. Ouais. C'est bon. Puis, est-ce que tu as un petit entrepôt, un petit magasin? Non, bien, dans le fond, c'est un petit local commercial au Lacomquie. Dans le fond,
Dans le fond, c'est dans la bâtisse de mon beau-frère. Puis là, il m'a fait un petit local pour que je sois capable de décoller ma sauce. Puis là, tu dis que les gens sont au rendez-vous, fait que je présume que là, tu travailles beaucoup là, pour c'est ça. reproduire. Ouais, c'est ça. OK. Puis où qu'on peut retrouver ta sauce présentement? J'ai vu qu'il y a dans la Matapédia, mais aussi dans le Bas-Saint-Laurent. Oui, à Rimouski, on va dire les terres de Rimouski, dans un petit village aux alentours, dans le fond à Saint-Léon, Lac, Amqui. Il m'en reste encore d'autres places à aller voir, là. Mais c'est ça, il va y en avoir pas mal aux alentours. Les gens disent oui tout de suite? Oui, pas mal, oui. OK. Puis c'est les épiceries? Oui, les épiceries, les dépanneurs. C'est pas mal ça à date. Puis j'ai vu aussi que ton lancement, c'est ce vendredi, le 17 juillet? 17 juillet? Oui, le 17. Vendredi 17 juillet, mais là, c'est ça, nous, la première de l'émission, c'est le 17 juillet, mais peut-être que le vendredi, il y a des gens qui vont écouter l'émission qui vont se déplacer. C'est ça. C'est ton lancement à la Petite Grenouille à Rimouski. Puis, eux, ils ont eu l'idée vous avez eu l'idée ensemble de faire un Bloody César avec la sauce? Oui, c'est ça. Dans le fond, cette soirée-là, ils vont faire un Bloody avec la sauce, puis accompagner si on veut, la sauce, ça va accompagner les ailes de poulet qu'ils vendent là-bas, puis faire le lancement. Il va y avoir un chansonnier, le gros kit. Le gros kit. Ouais. Puis, ça me fait penser... Qu'est-ce qu'on peut faire avec ta sauce barbecue? Pas mal tout. Il n'y a pas grand place où, dans le fond, si tu veux manger ça avec du porc, du poulet, même du poisson. J'ai essayé, puis c'est vraiment, vraiment bonne n'importe où. En tout cas, je dis au monde de l'essayer partout. Il n'y a pas de place que j'ai trouvé qu'elle faisait pas. Ben oui, aussi, moi, je mange peu de viande, puis j'aime beaucoup mettre une sauce barbecue avec du tofu. Mariné comme dans le tofu, après sur un barbecue, c'est vraiment excellent. Bien, merci beaucoup, Mathieu Le Chasseur, fondateur de l'entreprise Le Chasseur et avec la sauce barbecue. Le Chasseur, puis aussi, je tiens à dire que peut-être qu'il y a d'autres produits qui vont venir avec le temps, mais pour l'instant, on se consacre juste à ce projet-là. On se concentre. Puis aussi, c'est important de le dire, c'est sans gluten. Donc, merci beaucoup d'être Merci. venu. Bon, Christo, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? En fin de semaine, on est au camping Cause Abscale chez Moose, car ils ont une activité qui, ma foi, je trouve hors du commun pour un camping. J'ai jamais vu ça. C'est une chasse au trésor dans un petit sentier dans le bois, donc c'est ça qu'on va aller faire. C'est une chasse au trésor qui est très familiale, elle est accessible à tous. Petite chose intéressante, par exemple, petite chose importante, pour faire la chasse au trésor, il faut camper à même le camping, il faut être résident. OK, on peut pas venir comme visiteur. Non, il faut vraiment avoir son terrain de camping pour pouvoir faire la chasse. Donc, on va pas perdre de temps, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, on va se laisser sur de belles images de on le fait en cette chasse. équipe, hein? On le fait en équipe. Oui, ben oui, on le fait en équipe parce qu'au début, on voulait le faire à deux, mais madame et ses talents de Sherlock Holmes laissent à désirer. Donc, on a décidé de le faire à deux. On vous laisse en image. Ben, c'est Moose a laissé sa place un peu partout dans le parcours. Combien exactement? Fait que là, on va mettre une petite barre, on est à 1. Ça te reste une fois. Parce qu'on a plus les traces de pas. Ah, mais c'est peut-être qu'il fallait compter les pas. C'est une très bonne question.
Ça part bien. Je cherche un indice. Ça a l'air qu'on va virer de bord souvent. Ok, je vais aller compter les pattes au cas où on en a besoin. Ok? Parfait. Je symbolise la chance. Hey, on est bien avancé quand même. Hey, Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, reste 7, juste 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. on a peut-être manqué des traces. Ouais. Je sais pas si c'est ça. La chasse au trésor, puis honnêtement, habituellement, quand il faut se creuser la tête, je suis vraiment pas bonne, puis je me décourage vite, mais là, j'ai été pas pire. Ben, tu vois, moi, c'est l'inverse. Absolument, moi, quand c'est à énigme, vraiment, je suis plus dedans. Là, c'était observation qui est zéro ma branche. Visualisation, observation, puis moi, je t'ai voyé toutes. Ouais, mais pareil, comme je disais au début, c'est vraiment très familial, accessible à tous. Pour vrai, n'importe qui peut venir faire ça. C'est une activité à noter. Vraiment. Puis, bon, j'ai encore parlé de la température. Il fait vraiment chaud, puis là, on avait une petite... Là, il faisait un peu frais, là, dans les sentiers, à côté du ruisseau. Ouais, on suivait le ruisseau tout le long, ce qui est vraiment un beau sentier, un beau spot, vraiment un bel endroit. Personnellement, je connaissais pas le camping de Cause-Abscale, puis c'est vraiment génial. C'est sûr, je vais revenir. Donc, c'est sur ça que se termine l'activité de cette semaine. C'était quoi faire en fin de semaine. On se voit la semaine prochaine pour une autre activité. C'est ce qui termine notre émission de la semaine. Si jamais vous avez envie de revoir des capsules, vous avez juste à aller sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. Et si jamais vous avez envie de voir derrière la caméra, bien, vous avez juste à aller sur notre compte Instagram. Merci beaucoup tout le monde et à la semaine prochaine.